À 7000 km de la métropole, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les îles des Antilles françaises s'égrènent au cœur de l'arc caribéen entre Cuba et le Venezuela. Parmi elles, la Guadeloupe, un archipel composé de 5 îles. Plus au nord, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux anciennes dépendances de la Guadeloupe. Chacune de ces îles offre à voir un territoire différent avec des richesses insoupçonnées défendues avec ardeur par leurs habitants. Henri Joseph est botaniste sur Basse-Terre. Ce passionné veut éveiller les consciences et réconcilier les Guadeloupéens avec leur nature extraordinaire. Les richesses de la France de demain sont chez nous. Alain Foy est charpentier de marine. Aux Saintes, il est le seul à construire à nouveau les bateaux traditionnels antillais. À Saint-Barthélemy, Didier Laplace fait revivre des salines qui font partie de l'histoire de son île. Cette année, ça fait 42 ans qu'on n'avait pas vu le sel dans la saline. Au cœur de la réserve naturelle de Saint-Martin, Nicolas Maslag protège des fonds marins exceptionnels. Moi, ça fait 15 ans que je vis à Saint-Martin et c'est quand même un espace qui, tous les jours, nous réserve des surprises vraiment extraordinaires. Jean-Claude Glandor, lui, ravive les mémoires et se bat pour que les lieux d'histoire ne tombent pas dans l'oubli. C'est ça, la civilisation créole. C'est pouvoir résister contre vent et marée et donner le meilleur de soi-même. Notre voyage nous mène sur 6 îles fascinantes des Antilles à la rencontre de ces passionnés. Au sud-est de la Guadeloupe, voici les Saintes. Splendide petit archipel dans l'archipel, il est composé de 7 îles rocailleuses. Seules 2 d'entre elles sont habitées. La plus grande, Terre de Haut, est dotée d'une magnifique baie considérée comme l'une des plus belles au monde. L'unique village de l'île a longtemps vécu de la pêche. Ici, pendant plusieurs siècles, les pêcheurs ont pris la mer sur un bateau à voile qu'on appelle la Saintoise. Ce bateau emblématique des Saintes a bien failli disparaître. Alain Foy est charpentier de marine et se bat au quotidien pour sauver ce symbole. Il possède un chantier naval unique en son genre. C'est le dernier à construire encore des saintoises traditionnelles. Tu vois, ouais, de là, ça touche, on dégage là. Voilà, tu décides de là. Voilà. Ok, c'est cette bulle-là. Et ici, tu vois, tu as ta bulle au-dessus là, mais il faut retirer ici et là, on va retirer dans cette petite pointe-là un peu en biais. Et là-bas... Là, ça touche là. Ouais, toujours pareil, quoi. C'est l'ancien canot qui servait à faire la pêche. Il y a très longtemps, pendant 200 ans. Donc c'est fait comme il y a très longtemps. Ça veut dire que tu as des bois spéciaux. Il y a l'acajou rouge que vous voyez sous le pont ici. Parce que cet arbre peut faire des branches et des racines courbées. Le blanc, c'est l'acajou blanc, qu'on fait le bordage. La différence, c'est que l'acajou blanc est un petit peu plus léger que l'acajou rouge. Au grenier,
Alain Foy fait sécher ces différentes essences de bois au moins 2 ans pour pouvoir ensuite les travailler. Ouais, un petit peu, c'est des racines coupées en tranches. Tu vois, mais en même temps, c'est aéré. Et c'est pour ça que le bois, il sèche incroyablement. Tu vois, c'est un bois qui sèche et de plus en plus, il devient super léger, quoi. Il faut les sécher bien debout, appuyés comme ils sont là. Quand c'est fini, tu vois, je les mets à terre. Alors, ils sont tous en train de sécher différemment parce que le bûcheron ne les a pas amenés dans la même étape. C'est pour ça qu'il y a des petits coins qui vieillissent plus que d'autres, quoi. C'est comme quand tu fais vieillir un vin. Les saintoises traditionnelles ne servent plus à la pêche. Elles ont été remplacées par des bateaux à moteur plus pratiques et plus rapides. Grâce à Alain Foy, les saintoises ont retrouvé une nouvelle utilité. Aujourd'hui, c'est pour la régate, c'est uniquement pour la régate. Mais même avant, cette compétition existait, puisque le pêcheur, le matin, il fallait quand il part, qu'il arrive le premier vers les secs de Marie-Galante ou les secs de la Dominique pour prendre son poisson, le premier pour pouvoir le vendre. Puisque celui qui venait en 3e ou en 4e position pour vendre son poisson, tout le monde avait déjà acheté du poisson. Cette technique de construction permet encore aujourd'hui d'aller très vite sur l'eau. Il y a des choses qui sont restées, ce qu'on appelle le S, c'est la petite forme que vous voyez à l'arrière. Le S sert d'un appui pour qu'il amortisse. En fin de compte, c'est comme un amortisseur. Alors le bateau, en naviguant, il reste très stable. Et cette forme-là, c'est la forme la plus rapprochée des bateaux anciens. Nicolas Conzen est belge. Il y a 2 ans, il quitte son pays natal pour venir apprendre auprès d'Alain Foy ce savoir-faire unique. En arrivant à Terre de Haut, c'est une des premières choses que j'ai eu envie de faire, quoi, de venir voir Alain, parce que j'avais entendu parler de lui via les canaux traditionnels. Je suis moi-même passionné de bateaux, donc ça semblait évident en arrivant au sein d'aller voir le maître, quoi. C'est un travail de bois très particulier, quoi. Tout est en courbe, il n'y a plus d'angle, on a oublié la notion d'angle droit, tout ça, ce sont des courbes qui doivent être à niveau. Je suis quand même menuisier, moi c'est mon boulot, menuisier ébéniste. Or ça n'a rien à voir avec le reste, quoi. Mais c'est une belle expérience, donc du coup moi je suis bien content d'être de ce côté-là, quoi. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait 15-16 personnes qui faisaient des bateaux comme ça. Quand je sortais de l'école, tu voyais les gens faire des bateaux devant l'école. Alors j'ai contemplé ces bateaux depuis petit, ça m'est resté quelque chose. Je me suis dit, ça va perdre l'âme, ça va disparaître, et on n'aura plus ça. Aujourd'hui, je suis le dernier à en faire des bateaux comme ça. Le lendemain, après 4 mois de travail intensif, c'est enfin la mise à l'eau d'une saintoise de l'atelier. J'ai déjà grandi ici sous cette petite plage et depuis, je suis toujours là, quoi. Maintenant, la différence, c'est que je fais des bateaux traditionnels. Pour moi, j'ai besoin de ça dans mon quotidien, comme la musique, comme tout. C'est comme si j'ai besoin de me nourrir. Naviguer sur une saintoise, c'est agréable, quoi. Il suffit que le bateau soit bien équilibré, tout ça, c'est agréable. Tu as juste le son de l'eau, l'air qui t'amène. Pour que ça reste un patrimoine, il faut qu'il soit protégé. Pour le prochain tour de Guadeloupe à voile traditionnelle, Alain Foy doit construire 5 nouveaux bateaux. La saintoise a encore de beaux jours devant elle. Hélène de Kergariou est architecte des bâtiments de France. Ce matin,
elle est avec Pierre Sainte-Luce, un enfant du pays. Pierre Sainte-Luce vient d'acquérir une ancienne poterie située sur Terre-de-Bas, l'autre île habitée de l'archipel. La poterie Fidelin est au XVIIIe siècle l'une des plus importantes de la Guadeloupe. On a la poterie face à nous, on voit vraiment les vestiges qui sont en élévation. Et puis, au-delà du site industriel, on voit bien que c'est un site magnifique du point de vue esthétique. On est vraiment au bord de l'eau qui est toute magnifiquement bleue. Mais c'est vraiment un site qui inspire vraiment quelque chose de grandiose, quoi. On se sent vraiment bien. Je pense qu'on le sentira encore mieux quand on sera sur le site. Pierre Sainte-Luce est né à Terre-de-Bas, à quelques kilomètres de là. En achetant et en ouvrant la poterie au public, il espère faire connaître son île natale. Il doit visiter le site avec l'architecte pour évaluer les travaux. Et là, ici... On arrive au bac de décantation pour humidifier la terre. Juste à notre gauche, on a le grand atelier. Et on voit bien la trace, là, le premier atelier. Le grand atelier est le bâtiment le plus important du site. On voit d'ailleurs cette poutre-là qui est magnifique. C'est un bâtiment qui a été remanié au fil du temps, parce qu'au départ, il était assez bas. Et puis, au XIXe siècle, au fur et à mesure des années qui passaient, il a été augmenté. Et c'est vraiment ici que travaillaient les potiers, en fait, les maîtres potiers qui fabriquaient les poteries qui servaient à faire les pains de sucre, les fameux pains de sucre. Les pains de sucre sont des blocs de sucre contenus dans ces grands pots en terre cuite, composés de 2 parties, qui permettaient de raffiner et de transporter le sucre en même temps. Pendant 2 siècles, la poterie Fidelin produit ces grands pots. Le sirop de batterie issu du jus de canne était versé dans cette forme tronconique, donc en poterie. Et puis le sucre à l'intérieur cristallisé, séchait, et tous les résidus tombaient par ce petit orifice dans le pot qui est en dessous, qui s'appelle un pot à mélasse. C'était très utile parce que le pain de sucre, du coup, était raffiné, était blanchi. Le problème, c'est que quand on démoulait le pain de sucre, très souvent, il y avait de la casse. Donc forcément, on renouvelait le besoin en forme à sucre. Et du coup, la poterie a été créée exclusivement au départ pour fabriquer ces formes à sucre. Le sucre guadeloupéen est ensuite exporté vers l'Europe. C'est la grande période sucrière des Antilles. Pour faciliter le transport, les poteries sont généralement en bord de mer, comme dans cette baie protégée de Terre-de-Bas. Les potiers arrivaient jusque-là et ces barques transportaient ces pots vers le sud de la Basse-Terre, vers la région du Baïf, là où il y avait donc des industries de transformation de la canne en sucre. Et donc il y a encore beaucoup de vestiges de ces pots tout près de la mer et aussi dans la mer. C'est un site qui est relativement petit, mais par contre, il y avait une vraie activité. Il y avait une centaine de travailleurs qui manœuvraient tous les jours à temps plein pour essayer de construire toutes les formes à sucre qui étaient très demandées par les sucreries. On en voit ici. On en a là, on a des morceaux de poterie. Des morceaux de poterie qui sont encore là. On voit très bien les robots. Regardez un peu comme c'est fini, comme c'est magnifique. On voit très bien la qualité du travail humain de cette époque. C'était pas de la poterie d'art, hein. C'était quand même fait pour être solide et pour tenir le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment de la grosse poterie, mais qui est malgré tout bien lissée, bien ouvragée. Hein. D'un pot à mélasse, celui-ci. Ici on a le dessous d'une forme à sucre. Ils sont souvent notés d'un F pour signifier que cette poterie venait de la poterie Fidelin. Bien évidemment, il faut préserver tout ça pour que ces éléments soient entreposés et mis à disposition du public. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir comment réagissent les maçonneries. Sur le site, d'autres vestiges sont encore visibles. Le gigantesque four pour cuire les pots. Le moulin bestiaux pour écraser la terre. Et la citerne pour recueillir l'eau de pluie.
Alors cette citerne est magnifique, vous voyez l'escalier d'origine est encore là. On voit bien évidemment qu'il n'y a plus de toiture, c'est vrai. Cette eau était principalement utilisée pour mélanger avec la terre et donc permettre bien évidemment à ce que cette terre puisse être utilisée pour faire fabriquer les poteries. Et donc il faudra vraiment penser à remailler toutes les fissures qui vont vraiment porter atteinte au bâtiment à terme. Ce site est très particulier parce qu'il montre un ensemble industriel du XVIIIe et du XIXe siècle qui est, malgré le fait que ce soit en ruine, vraiment très très bien préservé. Et du coup, on peut expliquer aux visiteurs comment fonctionnait un site industriel au siècle dernier. Donc pour nous, c'est vraiment très intéressant. La poterie est classée monument historique. Pierre Sainte-Luce doit travailler main dans la main avec l'architecte pour la préserver correctement. L'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur les ruines, bien montrer qu'il y a un patrimoine très ancien. On essaie de faire en sorte que n'importe quel propriétaire ne puisse pas acheter un lieu comme celui-ci, tout casser parce qu'il a envie de faire des immeubles ou ce genre de choses. Donc on est garant en fait de la conservation de ce site. C'est tout de même un site de mémoire. Et là, il y a une impression forte quand on vient sur ce site. Il faut savoir que beaucoup de gens ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années. Et donc pour le Guadeloupéen qui est proche de son authenticité, c'est important d'avoir un site protégé comme ça. Et donc il n'est pas question de faire n'importe quoi sur ce site. Le propriétaire espère avoir fini ses travaux en 2017 et faire ainsi connaître Terre de Bas au plus grand nombre. Un peu plus loin, en face de Terre de Haut, se dresse l'îlet à Cabri. D'une superficie de 30 hectares, c'est le plus grand des îlets inhabités des Saintes. Protégé et valorisé, il appartient aujourd'hui au Conservatoire du littoral. L'îlet à Cabri ferme l'entrée de la baie de Terre de Haut. Il occupe ainsi une position stratégique. Au XVIIe siècle, pendant la guerre entre les Français et les Anglais, l'îlet permet de défendre les Saintes. Comme en témoignent encore aujourd'hui les ruines du fort Joséphine construit à son sommet. Au XVIIe siècle, il y avait beaucoup d'insécurité. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de batailles avec les Anglais à cette époque-là, et puis aussi parce qu'il y avait des pirates, beaucoup de piraterie. Donc dès qu'il y avait une petite pointe, une avancée, un morne, les Français ont décidé de construire des fortifications pour défendre l'archipel. Et ils se sont dit, bah, c'est merveilleux, en fait on a une défense naturelle, on est sur un point stratégique. Vous voyez ici, d'ici, en imaginant qu'on ait des canons, eh ben, on peut protéger ce qu'on appelle la passe du pain de sucre. Si des navires anglais voulaient rentrer dans la rade, ils ne pouvaient pas parce qu'ils recevaient les boulets de canon des Français. Et donc vous voyez ici, on a des remparts. Ceux-ci ne sont pas très épais, mais ils continuent tout du long de la falaise et ils permettaient de défendre déjà une partie de la plateforme. Par ici, Hélène de Kergariou accompagne des jeunes venus de Guyane découvrir le patrimoine de Guadeloupe. Donc ici par exemple, regardez sous vos pieds, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des pierres, mais on a des pierres mises n'importe comment? Non. Donc on a des pierres taillées qui sont posées, donc on est là sur une terrasse. Et c'est la terrasse d'un bâtiment qui était en fait la case des officiers. Aujourd'hui, il ne reste vraiment plus que les bases, mais il faut imaginer qu'à l'époque, eh ben, il y avait des murs qui étaient montés avec des toitures en naissante. Donc on est sur un site militaire, là vous l'avez bien compris. Donc sur un site militaire, forcément il y a des munitions, il y a de la poudre pour mettre dans les canons. Et bien là, c'est ce qu'on appelle la poudrière. Qu'on appelle une poudrière à l'épreuve des bombes. Donc il fallait vraiment construire des bâtiments qui étaient solides. Donc là, on a un bâtiment avec des murs très épais. Et puis par-dessus, on avait une toiture de pierre.
Voilà, donc elle était vraiment très très solide. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un vestige qui, même s'il est abîmé, est encore en état d'élévation. Donc c'est un bâtiment qui est très important pour la vie du fort. La visite se termine par le bâtiment à l'histoire la plus singulière. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de se dire qu'à partir de 1866, ça a été un pénitencier. Vous savez ce que c'est un pénitencier? C'est une prison, voilà, c'est une prison dans laquelle on enfermait les gens qui étaient condamnés à des lourdes peines. Et puis on enfermait aussi les gens qui étaient en transit pour aller en Guyane, pour aller au bagne. Le groupe continue à découvrir le patrimoine local en apprenant les techniques particulières de restauration. Ils sont répartis en différents ateliers sous la houlette de Thomas Moussu. Au fur et à mesure, tu vois, tu vas enlever couche par couche, tu vas enlever de la matière, il reste à peu près, je sais pas, 1 ou 2 cm, et après on finira l'ensemble des ciseaux. D'accord ? Le but de ces ateliers, c'est de faire vraiment découvrir le matériau, de se confronter un petit peu à la matière et effectivement apprendre un peu les techniques de base pour réaliser, du coup, de dresser, ce qu'on appelle dresser un parement sur de la pierre dure. Donc là, on est en présence de roches volcaniques, du granit précisément. Donc c'est une pierre qui est très très dense, très ferme. Donc ça met du temps à se façonner. Mais du coup, voilà, on se confronte un petit peu à tout ça, quoi. En général, c'est des ateliers qui plaisent bien. Tout ce qui est taille de pierre, enduit, maçonnerie en pierre sèche ou ourdel à chaud. C'est vrai que voilà, il y a ce contact avec la matière, donc on apprécie bien. Jennifer participe pour la première fois à ces ateliers. J'aime beaucoup l'architecture, donc du coup ça m'a appris aussi quelques termes, mais aussi un peu de pratique pour faire les relevés au niveau de comment prendre les mesures, etc. Donc du coup moi ça m'a beaucoup plu. C'est notre culture, c'est nous, le patrimoine, c'est ce que nous en étaient, nos ancêtres. Donc du coup, je veux préserver ça, même si je suis guyanaise. Moi, ça m'intéresse beaucoup le patrimoine de Guadeloupe, de Martinique. Donc j'ai trouvé ça bien, intéressant. Toi, ce que tu as fait, c'est bien. Maintenant, tu me fais la clé. Allez, tu vois bien la forme que tu as là. Qu'est-ce qu'il y a, Carter? T'as dit non? Ouais, regarde là-bas. La clé est bien là, en plein milieu. Je trouve que c'est une super initiative de la Fondation du patrimoine parce que tout le monde le dit, les jeunes ne regardent pas assez leur patrimoine, les jeunes ne vont pas assez dehors, les jeunes ne touchent pas assez à la pierre. Donc là, on voit bien que c'est pas le cas, qu'il y a plein d'initiatives qui sont très bonnes. Et puis ces jeunes sont quand même super intéressés. Et ils posent beaucoup de questions, ils mettent les mains dedans. Et je trouve que ça ne peut que leur ouvrir les yeux. Après, on ne sait pas ce qu'ils en font, ce ne sera peut-être pas leur métier, mais au moins, ils sauront ce que c'est que la taille de pierre, qu'un mur en pierre. Ils sauront ce que ça veut dire des vestiges. Alors on les a fait dessiner aussi pour faire des relevés. Donc ils savent maintenant ce qu'est un plan, ce qu'est une élévation. C'est plein de petites choses qui vont les marquer, à mon avis, à vie. Et je trouve ça formidable. Et puis en plus, on est sur un site qui est très difficilement accessible. Donc c'est vraiment une opportunité. Il y a très peu de personnes qui peuvent accéder ici parce qu'il n'y a pas de ponton. Donc on y vient vraiment qu'en bateau et en petit bateau. Donc voilà, vraiment pour moi, ce n'est qu'une réussite. Hélène de Cargariou espère bientôt faire réhabiliter les ruines du fort. Le grand public pourra enfin découvrir ce patrimoine. Notre voyage en Guadeloupe continue un peu plus au nord. Au-dessus des Saintes s'étend la partie montagneuse de l'archipel. Voici Basse-Terre, verte, pentue et tropicale. Le volcan de la Soufrière domine ces reliefs. Avec ses 1467 mètres, c'est le point culminant de l'arc des Petites Antilles. La vieille dame, comme l'appellent les Guadeloupéens, retient les nuages et fait tomber la pluie. Ici, plus que partout ailleurs dans l'archipel. Au pied du volcan, la forêt porte bien son nom. C'est la forêt de la pluie.
La nature y est généreuse et luxuriante. Exceptionnellement conservée, cette forêt est classée parc national depuis 1989 et s'étend sur plus de 45 000 hectares. Attention à vous, hein, parce qu'il y a une branche de travers, là, faites attention pour ne pas vous heurter la tête là-dedans. Abel Régna est guide de montagne. Ce matin, il emmène un petit groupe en randonnée près de Gourbert. Nous allons faire une petite randonnée le long du canal Pelletier. Nous allons le longer tout le long jusqu'à arriver à la cascade qui est située au pied du Nez Cassé. Et vous verrez que nous sommes dans une forêt humide. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter quelque chose de particulier. Écoutez, chanter le canal. Le canal chante tout le long. On entend des sons différents tout le long. Il faut savoir qu'ici, actuellement, il y a environ 60 à 70% d'humidité dans l'air. La température ce matin au réveil était de 26 degrés. Et nous sommes à une altitude d'environ 600 mètres d'altitude. OK? D'accord? Question ou pas? Pas pour le moment. Allez, en avance alors. OK. Le petit groupe s'embarque pour une marche de 3 heures en remontant un sentier de randonnée qu'on appelle ici une trace. Ouvertes par les esclaves en fuite qui se réfugiaient dans la forêt, les traces font partie du patrimoine de la Guadeloupe. Cet ancien gendarme a vécu 20 ans en métropole avant de s'installer à Basse-Terre pour pouvoir y arpenter inlassablement sa forêt tropicale. Je suis né à quelques encablures de la mer, mais je suis un homme de la nature. Carrément, je dirais que chaque arbre, chaque plante, chaque roche de la montagne me connaît. Et je pense que quand on a compris ce milieu forestier, quand on l'aime, il vous répond à cet amour. Vous avez obligatoirement du respect pour cette forêt. Parce que si vous ne la respectez pas, elle ne vous acceptera pas. Et c'est ça notre philosophie, notre approche de cette forêt. Les jeunes, à partir de maintenant, il va falloir faire attention à 2 petites choses. C'est garder l'équilibre sur le muret du canal. Et puis, il va falloir aussi vous décider à vous mouiller les pieds parce que à quelques mètres, malheureusement, on ne pourra pas éviter l'eau. Ça va tout le monde? Ouais. OK. D'accord, eh bien on avance alors. Abel Régna mène son groupe le long d'un canal bâti au XVIIIe siècle pour alimenter en eau le moulin d'une habitation voisine. Cette forêt humide, qu'on appelle forêt hygrophile, abrite une biodiversité extraordinaire avec plus de 800 espèces végétales recensées. Ici se côtoient des arbres immenses, des fougères arborescentes, espèces rares, mais encore très présentes en Guadeloupe. Ou bien encore des mousses végétales sur les arbres et des orchidées endémiques. Un univers qu'Abel connaît sur le bout des doigts. Ici, devant vous, il y a tout un amas de plantes, d'arbres et d'herbes. Par exemple, regardez, un truc simple. Vous savez, on n'est pas allé chercher loin pour trouver le nom des plantes. Si vous regardez une mouche posée avec ses ailes fermées, c'est exactement. La tête de la mouche est là, l'abdomen est là, et les 2 ailes sont là. Donc, on ne s'est pas cassé la tête. On a appelé cette plante-là la mouche. Beaucoup de plantes ont des noms ici liés à ce qu'on voit, liés à ce qu'on sait, liés à ce qu'on sent. Si vous faites vraiment attention, vous ouvrez vos étiquettes, vous entendrez un oiseau, on l'entend, qui chante. Ça, c'est un moqueur, c'est une variété de grive
qui existe dans la forêt, qu'on appelle la grosse griffe. C'est lui qu'on entend chanter, comme qui dirait, il fait un bisou. Le petit groupe continue à suivre le canal et croise la rivière Noire à la petite chute du Nez Cassé. Ça glisse. Sinon, descendez dans l'eau. Carrément, vous pouvez descendre, hein, ça ne pose aucun problème. Hein, de descendre dans l'eau pour arriver jusque-là. En Basse-Terre, il y a énormément de cours d'eau et puis beaucoup de petits affluents qui font qu'à la jonction de ces rivières en général, vous avez toujours de très belles petites cascades qui sautent aux yeux. La preuve, on en est ici ce matin. Ici, nous ne sommes pas très loin de la civilisation et c'est peu connu. Alors, la Guadeloupe garde vraiment ces cascades dans son cœur. Les Indiens Arawak, les premiers habitants de la Guadeloupe, avaient d'ailleurs surnommé celle-ci Karoukera, l'île aux belles eaux. Basse-Terre est en effet un formidable réservoir d'eau douce pour tout l'archipel. Des rivières et des torrents irriguent toute la forêt et se transforment souvent en fascinantes cascades. Prenant sa source au sommet du volcan, la rivière du Grand Carbet dévale les pentes de la Soufrière en 3 magnifiques chutes. La deuxième, haute de 110 mètres, est la plus impressionnante. Dans ces rivières, Abel peut parfois faire des rencontres surprenantes. Alors, une variété de crabe de la Guadeloupe qu'on appelle le siric. En fait, c'est un crabe qui ne vit pratiquement qu'à la rivière. Alors, ce crabe, en fait, on dit qu'il n'est pas comestible. Je ne pense pas qu'il ne soit pas comestible. Je pense surtout qu'il est tellement petit que, bon, il n'y a pas grand-chose à consommer là-dedans. Donc, c'est un petit crabe, moi, que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très furtif. Il a une belle couleur jaune. Je le relâche. Tac. Au revoir, mon petit crabe. À bientôt. Attention au passage là qui glisse un petit peu sous le tronc. Attention à bien poser la main sur le tronc. Avant de rentrer, Abel Régna veut montrer à ses jeunes randonneurs une plante particulière, caractéristique de cette forêt humide guadeloupéenne. Quand vous regardez cet arbre, vous arrivez ici, vous voyez bien qu'il y a tout un amas de feuilles, un ensemble de feuilles qui sont posées sur cet arbre. Regardez aussi tout ce qui est là. D'après vous, c'est quoi? C'est des lianes, d'après vous. Si vous suivez votre liane, vous arriverez là-haut, vous verrez qu'en fait, c'est une plante qui est posée sur ce tronc d'arbre. Et cette plante, on l'appelle une épiphyte. Épiphyte, pourquoi? Ça veut dire posée sur un support, mais qui ne nuit pas au support. Et en fait, la plante, elle est posée là-haut, elle a besoin de beaucoup de choses. La plante a besoin d'abord de l'eau, la pluie, ensuite du soleil. Tout ça, elle peut récupérer ça là-haut. Mais il y a quelque chose d'essentiel qu'elle n'a pas, ce sont les nutriments du sol. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, la plante qui est là-haut? Elle va descendre une racine. En fait, là, vous êtes sur une racine et pas sur une liane. Elle va descendre une racine qui va aller jusqu'au sol et qui va récupérer tous les nutriments, les oligo-éléments et autres qu'elle a besoin pour se nourrir là-haut. On est accroché sur l'arbre, il y a de l'eau, du soleil et tout va très bien. Allez, on y va. Alors attention quand vous passez. Le petit groupe enjambe un Acoma boucan, le plus bel arbre de la forêt antillaise. Ce géant peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. Ses racines, en forme de grandes palettes, lui permettent de résister aux tempêtes tropicales.
La biodiversité en Guadeloupe, c'est d'abord plus de 400 et quelques espèces de plantes, d'arbres. Tout ça, ça fait partie d'un biotope qui gagne une chose importante, c'est d'être connu, d'être respecté, d'être apprécié. Regardez les arbres magnifiques, écoutez le chant des oiseaux. Je pense qu'il y a de quoi arriver à vie ici. Cette forêt guadeloupéenne qui fait rêver est l'une des plus riches en termes de biodiversité dans les Petites Antilles. À quelques kilomètres de là, ce patrimoine végétal extraordinaire a un autre défenseur. Henri Joseph est botaniste et spécialiste des plantes médicinales. Ce passionné veut faire connaître les qualités prodigieuses des plantes de son île. Aujourd'hui, sur son exploitation, c'est la récolte d'indigo, une plante connue pour ses vertus colorantes et anti-inflammatoires. Henri cultive une variété de Guadeloupe, l'indigo suffruticosa. Je suis toujours dans cette mouvance de non-importation, essayer de faire avec ce que j'ai. La biodiversité guadeloupéenne nous a donné notre indigo à nous. Pourquoi aller chercher l'indigo d'Inde? Pour protéger ces plants d'indigo des insectes prédateurs, Henri Joseph compte sur une aide peu habituelle. Vous voyez ici, vous avez un petit insecte de couleur rouge. Et donc cet insecte est en train d'attendre en fait les mauvais, les délinquants quoi, qui veulent manger les feuilles d'indigo. Donc avec ses grosses pattes, cet insecte va piquer l'insecte pour sucer en fait son sang et tout ce qu'il y a dedans. Et moi, ce petit insecte en fait me protège mon indigo, donc c'est un équilibre. Pour d'autres prédateurs plus coriaces, le botaniste laisse les plantes s'autoréguler. Voilà une chenille qui, pour pouvoir devenir adulte, est obligée de manger des feuilles d'indigo. Sauf que l'indigo permet la consommation de 9 feuilles. Et si la chenille ne mange plus de 9 feuilles, eh bien regardez, la chenille est momifiée. Donc c'est la plante qui s'autodéfend et pas moi qui mets un pesticide pour tuer la chenille. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc j'ai à la fois toutes les chenilles qui vont manger 5-6 feuilles seront papillons et tous ceux qui vont manger plus de 10 feuilles pour détruire mon champ seront momifiés. Voilà un exemple en fait de régulation entièrement par la plante. Et donc regardez mon champ sans pesticides, sans herbicides, en fait avec une régulation parfaite faite par la nature. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Sur son terrain, l'indigo, la plante colorante, côtoie l'herbe à pic, la plante qui soigne, ou encore l'herbe charpentier, celle qui draine. Toutes ces plantes locales et médicinales, déjà connues des Amérindiens, sont cultivées de manière totalement naturelle. Moi, le mot « ide », je l'ai banni en fait de mon vocabulaire. J'utilise pas d'herbicide, j'en ai pas besoin. J'utilise pas de pesticides parce que la plante, si vous goûtez, vous voyez que c'est amer. Si c'est amer, donc les insectes ne viennent pas dedans. Et regardez comment, en fait, toutes ces plantes sont en harmonie, aussi bien les plantes qui sont au sol que les plantes qui sont en haut. Dans une autre partie de son exploitation, le botaniste a planté des arbres oléagineux. Ici, on récolte des noix de galba qui, une fois pressées, donnent de l'huile aux vertus antioxydantes surprenantes. Depuis 10 ans, Henri Joseph explore dans son laboratoire toutes les vertus de la flore guadeloupéenne. Ces produits sont aussi vendus en métropole et font connaître les plantes antillaises au-delà des frontières de l'outre-mer. Dans notre laboratoire, on travaille sur la cosmétique et les médicaments. Mais ce qui est important, c'est qu'on veille à ce que ce qu'on fait n'ait pas d'incidence sur la vie. On est toujours dans cette protection de vie.
Nous avons 3800 espèces de plantes, donc 3800 usines capables de capter l'énergie du soleil et le transformer en tout ce dont on a besoin. Des plantes pour nous alimenter, nous nourrir, nous soigner, etc. Et regardez ça, nous ne sommes pas en Sibérie, nous ne sommes pas dans l'Antarctique. Ici, tout pousse, on a cette chance. Et pour que ça puisse pousser, on a besoin d'eau, de l'eau, on en a. On a de la terre, du soleil, enfin tout pour fabriquer des plantes. Et il ne faut jamais perdre de vue que 80% de la biodiversité de la France, donc il y a seulement 20% pour l'Hexagone, mais 80% de la biodiversité de la France est en Outre-mer. Donc les richesses de la France de demain sont chez nous. Henri-Joseph a un autre combat. Faire revivre des variétés locales de fruits et légumes souvent délaissés par les Guadeloupéens. Il travaille main dans la main avec des agriculteurs de la région. Cet après-midi, il se rend chez Clotaire à Mélèze. Pour lui, cet agriculteur a replanté différentes variétés de pois. Ça va, on nous voit voir, moi. Ah, ben, très bien, très bien. Ouais, je vais voir mes pois là, pour voir comment ça a avancé. Ça a bien avancé. Donc tu as fait les pois ailés, les pois beaucoup sous comme prévu. Il y a les variétés que tu as demandées, les pois carrés, les pois beaucoup sauts, les pois cannes, voilà, toutes les variétés de pois. Toutes ces anciennes variétés de pois sont apportées d'Afrique par les esclaves il y a plus de 200 ans. Les pois carrés, c'est ça. Ces légumineuses leur servent alors de nourriture de base. C'est vraiment magnifique. Ça va fleurir quand, à peu près? Eh bien, ça va commencer fin novembre, là. Ah oui, il y a déjà une première fleur. Super. Voilà. Regarde, donc ça commence. Non, mais voilà les bouquets. Hein? Voilà. Les bouquets, ça arrive, ça s'ouvre. Super, ça va s'ouvrir doucement. Voilà. Et les pois vont sortir au courant décembre, du mois de décembre. Génial. Génial. Le botaniste est particulièrement intéressé par la valeur nutritionnelle exceptionnelle de ces pois. Alors ici, ce pois beaucoup sous, qui est un pois qui nous vient d'Afrique. Voilà, qui est très très bon. Voilà. Les pois beaucoup sous, c'est les pois du pays où on les mange toute l'année. On peut faire de la soupe et de la purée de pois. Ah oui. Voilà, regardez, c'est pas beau ça? Parce que là, c'est extrêmement riche. Pour vous donner une idée, si vous prenez 100 g de viande de bœuf, vous avez 20% de protéines. Si vous prenez 100 g de pois beaucoup sous, vous avez 27% de protéines. Vous êtes ce que vous mangez. Donc c'est pour ça que j'ai ce challenge avec Clotaire, parce que je pense que la prochaine guerre, ce sera la guerre des protéines. Moi, c'est pour ça que je dis aux Guadeloupéens, mettez-vous très vite à la production, comme Clotaire. Regardez, il en a planté en alternance avec des citronniers, avec des ignames, etc. Faites ça. Comme ça, en 2050, nos enfants vont nous dire merci. Chez Clotaire à Mélèze, fruits, agrumes et légumes cohabitent sur un même terrain. C'est le principe du jardin créole. Une tradition qui remonte à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsque des parcelles de terre sont données aux esclaves affranchis. On y cultive alors tous les fruits et légumes nécessaires à l'alimentation d'une famille. Et là, on vient vers une autre association, c'est la papaye, avec une variété d'igname qu'on appelle l'igname pas possible. Des ignames avec de la papaye. On va voir le jeune papaye? Ouais, le jeune papaye, parce qu'il est vraiment chargé. Hein. Ouais. Là, on a vraiment un papayer qui est tellement à l'aise dans les ignames pas possibles, mais c'est vraiment chargé. Ouais. Et en plus, c'est un antioxydant superbe. Peu à peu, ces jardins créoles disparaissent au profit des grandes exploitations agricoles. Les deux hommes veulent relancer ce savoir-faire ancestral. Le magoudia, magnifique! Regardez ça! C'est bien. C'est super, il est gros, hein? Oui, on a encore des plus gros, mais celle-là est très belle. Vous voyez, ça prend 2 mains. Oui, sur toute la ligne, il y en a. Oh. Là, c'est bon à être récolté.
La polyculture, c'est le principe même du jardin créole. Tous les peuples qui sont passés avant nous, ils pratiquaient ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et il fallait avoir tout sur un petit lopin de terre et optimiser l'espace. Et donc, il y a des gens qui vont laisser que des herbes. Mais là, ces herbes, à lui, c'est des ignames, c'est des pois, c'est des malangas, c'est des papayes, c'est des fouilles à pain. C'est ça qu'il faut faire comprendre à la population. Ne pas faire de la monoculture, faire de la polyculture pour sauver la Guadeloupe. Et ça, c'est très important. Ne jamais oublier une chose, qu'on vit sur une île. Et 80% de notre alimentation est importée. Donc, il faut trouver un moyen pour optimiser au maximum les productions, pour pouvoir fournir des produits frais. On n'est pas fait pour manger du blé, des pâtes, du riz. On est fait pour manger, regardez, ce fouillis à pain, là, il est à portée de main. Ça fait partie aussi de son jardin créole. Et c'est une bonne alimentation, c'est un bon produit. Voilà, on mange frais. J'aimerais que les Guadeloupéens comprennent, c'est que, en fait, leur avenir est dans leur jardin. La nature est faite pour qu'on consomme ce qui est autour de chez nous. Nous quittons Basse-Terre pour un tout autre paysage. À l'est de l'archipel s'étend Grande Terre. Vaste étendue, plate et agricole. Dénommée la Riviera de la Guadeloupe, la côte sud possède les plus belles plages de l'archipel. Tout au bout de Grande Terre se trouve le port de pêche de Saint-François. Rudy Colmar est chef cuisinier. Il tient un restaurant antillais dans la marina de la ville. Guadeloupéen, il tient à faire vivre la cuisine créole de son île. Comme tous les matins, il vient faire son marché directement sur le port. Ici, la tradition de la pêche est restée vivante. On pêche plus de 15 000 tonnes de poissons chaque année. Donc là, c'est le petit rituel du matin, avec les familles qui viennent sélectionner leurs poissons. Donc là, vous voyez, interdiction de mettre les mains. Et voilà, ça a l'air désordonné, mais c'est bien, il s'assure un rythme bien précis. Et le chef d'orchestre, c'est Ludovic. Donc là, ici, nous avons tous les poissons de casier. Le poisson qu'on appelle grand gueule, c'est l'équivalent du mérou, en fait. On ne va pas trop mettre la main, on va se faire taper sur les doigts. Hein. Et le poisson perroquet qui est juste là, vous voyez, le bleu. Nous sommes au mois d'octobre. C'est la saison de la langouste. Rudy a sa technique pour bien la choisir. Donc au niveau de la langouste, il faut savoir que plus elle est grosse, on aura l'impression qu'elle est beaucoup plus charnue, mais on va gagner au change à choisir les plus petites. La chair sera plus fine et moins dure. C'est ma petite analyse personnelle. Donc là, on choisit la langouste en fonction du poids. Donc là, en général, elle est très bien calibrée. Elle fait aux alentours on va dire de 600 grammes à peu près. Vous voyez, bien fraîche, encore vivante, bien réactive. Donc déjà, la vivacité, hein, là, comme vous voyez, là, elle ne demande qu'une chose, c'est être soit retourner à l'eau, je ne sais pas, je ne comprends pas le langage de la langouste, soit elle veut retourner à l'eau, soit elle veut être cuisinée, je ne sais pas. Donc là, je viens de quitter le marché aux poissons. Il nous faut aussi des légumes frais. Donc là, je vais récupérer les produits du terroir antillais.
Rudy se rend au marché couvert au nord de la ville. Il est toujours accueilli par le gérant du marché, fin connaisseur des fruits et légumes de son île. Comme ça, et laisser mûrir carrément. Alors ici, ce qu'on peut également travailler très bien, c'est donc la pomme liane. C'est dérivé du fruit de la passion. À la seule différence, tu n'as pas d'acidité. La pomme liane est consommée surtout aux Antilles et y pousse toute l'année. Oui, mais la couleur et la consistance, c'est un peu comme le fruit de la passion. Voilà. Ah ouais, c'est les saveurs de l'enfance. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Le gérant veut conseiller à Rudy une autre variété assez rare, la banane figue. Je ne sais pas, Woody, si tu as déjà travaillé avec la banane dite sucrée. Hein, donc on l'appelle la banane figue en fait. Alors la différence, on connaît déjà la banane dessert. Donc on utilise à midi, après le déjeuner. Et là maintenant, la banane figue sucrée, c'est la banane qu'on va utiliser par exemple à l'apéro. On va goûter. Okay. Je vais goûter ça, je te dis ça de suite. C'est vrai que ça fait, on va dire, c'est notre petit cornichon quoi. Si on veut, si on veut. Hein, donc elle est très ferme et le taux de sucre est très poussé. Ouais. Et ici maintenant, si je désire travailler par exemple, à salade de fruits ou alors, comme on a dit tout à l'heure, à l'apéro, je vais prendre comme ça. Mais tu sais que je ne connaissais pas celle-là, en fait. Donc, si je veux la conserver, je veux qu'elle mûrisse plus vite. Je ne la mets pas au frigo. Hein. Ah non, il faut laisser à l'extérieur. À l'extérieur, c'est bien ça. OK, je laisse à l'extérieur. Voilà. Ce que Rudy est venu chercher, c'est la banane plantain, une variété qui se prépare salée ou sucrée. Donc là, je vais faire ma recette de dauphinois à la banane plantain. Donc je choisis la banane plantain bien mûre. Très important c'est qu'elle soit bien mûre. Elle va révéler des saveurs, je ne dirais pas insoupçonnées, mais des saveurs très appréciables. Rudy a mis un autre légume local à sa carte, l'igname, un tubercule proche de la pomme de terre et longtemps nourriture de base des Antillais. Il faut dire que lorsque nous étions gamins, on ne l'appréciait pas tellement. Hein. Tu sais comment je le prépare? Je l'ai fait en chips. Oui, en chips très fines. Quand tu vas passer, je vais te faire ça en apéro. Voilà. Début de soirée au restaurant de Rudy Colmar sur la marina de Saint-François. Rudy est en plein service. On va faire un petit test, on va contrôler la cuisson des légumes. Les légumes sont pas encore cuits, tu m'as dit. Non, les légumes ne sont pas cuits encore. Ce soir au menu, langoustes grillées et gratin dauphinois de banane plantain. Des plats qui rassemblent toutes les influences du jeune chef. Ok, donc le gratin, je l'ai appelé gratin dauphinois à la banane. Donc dauphinois pour le côté français, issu de la cuisine française, traditionnelle. Mixé, métissé avec notre gratin de banane qu'on a ici. Donc les pommes de terre finement émincées. Le côté sucré-salé plaît en général à maximum de personnes. Le gratin de Rudy est un mélange de pommes de terre et de bananes revenues à la poêle, agrémenté de crème liquide. Donc là, je mets mon petit gratin à cuire. On va dire à 200 degrés. Donc, Rudy a fait ses classes à Paris avant d'ouvrir son propre restaurant sur son île natale. La cuisine antillaise reste sa source d'inspiration. Donc en fait, l'idée, c'est de garder quand même le côté traditionnel avec une touche, on va dire, un peu d'exotisme. Pour nous, l'exotisme, c'est l'international, hein, donc tout ce qui est Japon, la France, les États-Unis. Mais que je ramène avec ces produits du terroir. Ok, donc là, je vais prendre ma langouste. La langouste est le produit local par excellence. Et je vais la couper en deux et juste la snacker. Juste snacker en fait. Ça veut dire quoi snacker? Donc snacker, ça sera à la plancha. Ce plat festif et qui fait vivre pas mal de familles de pêcheurs. C'est l'élément vraiment incontournable en fait, de la gastronomie créole, antillaise en général.
Je dirais qu'elle a le goût, elle a vraiment le goût des îles, le goût des îles. Je ne saurais pas expliquer ça en fait. C'est de la mer à l'assiette. Donc ce produit qu'on peut servir nature ou assaisonné, très légèrement. Donc moi je vais juste l'assaisonner avec mon petit, ma sauce, ma préparation de sauce, ma sauce chien, juste très légèrement. Donc là le gratin il a bien doré, bien coloré. La crème a bien réduite. Après 30 minutes de cuisson, le gratin de banane est prêt. La langouste grillée peut être servie aux clients. De ses années parisiennes, le jeune chef a gardé le goût du dressage. Donc la décoration, c'est quelque chose de très très important que je place au même niveau en fait que le plat en lui-même. On va mettre un peu de petites herbes. Pour Rudy, le bonheur est dans la cuisine. C'est venu naturellement. Il n'y a pas eu de choix. Il y en a qui ont toujours voulu ils veulent être pompiers ou président de la République. Mais moi, c'est choisir la cuisine. À l'extrême pointe de la Guadeloupe, tout au bout de Grande Terre, un éperon rocheux avance sur la mer. C'est la pointe des Châteaux. Classé à l'inventaire des monuments naturels, c'est le site le plus visité de la Guadeloupe. C'est aussi la dernière terre avant le lieu le plus à l'est de l'archipel, l'île de la Désirade. Sur 11 km de long et 2 km de large, la Désirade est une île encore sauvage. Sur le versant sud, un seul village qui vit principalement de la pêche. Longtemps méconnue des touristes, la Désirade a des airs de bout du monde. Nous sommes vraiment en face de la pointe des Châteaux. J'aime venir sur ce coin, c'est un coin sauvage de la Désirade, avec une superbe vue sur la pointe des Châteaux. Ici, nous sommes sur une île tranquille, c'est la nature dans tous ses états, c'est important ça. Maurice Winiger est alsacien. Il y a 10 ans, il tombe amoureux de la Désirade. Aujourd'hui, il fait partie des 1600 habitants de ce petit bout de terre. Nous sommes entourés par l'océan. La terre prochaine est le Sénégal, à pratiquement 5000 km d'ici. Et ici, nous sommes au bout du monde. Séparés d'à peine 8 km de la Guadeloupe, il n'y a que 2 bateaux par jour qui desservent l'île. Les rares touristes qui s'y aventurent ne restent généralement qu'une seule journée. La Désirade a la chance d'avoir été préservée du tourisme de masse. Vu son exposition géographique, la traversée était dangereuse, surtout houleuse. C'est ce qui fait que la Désirade est restée très longtemps en arrière, question du tourisme. La Désirade est en effet longtemps la mal-aimée de l'archipel et porte bien mal son nom. Pendant plusieurs siècles, elle accueille tous les indésirables de Guadeloupe. L'île abrite une léproserie jusqu'en 1952. Et les familles nobles y envoient leurs enfants délinquants pour les écarter de la vie mondaine guadeloupéenne. Allez, Karim! De cette mauvaise réputation, l'île a conservé aujourd'hui une exceptionnelle tranquillité. Oui, ça va, bonjour. À peine troublée par la présence de certains individus au bord de la route. Ce qui me plaît, c'est de passer à côté des colonies d'iguanes que nous avons ici. Mais regarde, tu vois, il y en a plein là. Les arbres sont remplis d'iguanes. Il y en a partout. Ouais. L'île
compte environ 2000 iguanes de l'espèce appelée iguane des Petites Antilles, une espèce endémique et protégée. Elle est bien là, hein? Ouais, là, elle est bien là. Ouais. Si la queue elle était de ce côté, je te l'attraperais, tiens. Mais je peux pas l'attraper, la queue elle est de l'autre côté, il va m'en mettre une. Là, il y en a plein là, une. Et ici, on est sur de la plaine herbeuse. Les iguanes peuvent se nourrir à souhait ici. Cette iguane est en train de muer, on voit très bien que la peau s'en va. Hein, on peut voir par là, hein, la peau s'en va, tout simplement parce que leur peau va s'ajuster à leur taille. Et il a également là, quand on le met sur le dos, il va faire une petite léthargie, vous voyez, il est très bien comme ça, il est cool, il est gentil. Alors je vais le relâcher, hein, vous voyez, il dort tranquillement. Hein. On va la relâcher, hein, cette petite mémère, elle va nous faire encore beaucoup de petits iguanes. Maurice quitte les plages bordées de cocotiers pour une nature beaucoup plus aride. Il emprunte la seule route de l'île. Celle qui le mène jusqu'au point le plus oriental de la Désirade. C'est ici que la mer des Caraïbes rencontre l'océan Atlantique. Au bout de la route se dresse une station météorologique, un édifice bâti dans les années 30 par un disciple guadeloupéen de l'architecte Le Corbusier. Exposée au vent de l'Atlantique, la station permettait de surveiller les cyclones venus de l'océan. Puis, le paysage change radicalement. Les plages laissent place à des falaises escarpées et sauvages totalement inhabitées. Ici, la Guadeloupe prend des airs de Bretagne. Maurice se rend tout au bout de la piste, jusqu'au sommet de ces hauts plateaux arides. Ici, une rangée d'éoliennes fait la particularité de la Désirade. Installé dès 1993, cet équipement est une première en Guadeloupe. Voilà, alors ici, nous sommes sur le site des éoliennes. Il faut savoir que nous avons ici la chance d'être exposés sous les alizés. La production électrique, grâce à ces éoliennes, est largement suffisante à la demande de ce que nous avons sur l'île. Nous fabriquons de l'électricité qui est envoyée dans le réseau et qui part généralement sur la Guadeloupe. Le but étant bien sûr de produire de l'énergie pour nous et un excédent. En fin de journée, Maurice aime se promener sur un sentier au-dessus de la Grande Ravine. Il est accompagné de sa femme, une enfant du pays, qui connaît bien les plantes de son île. C'est l'occasion de les faire découvrir à une amie venue de métropole. Là, nous allons rentrer par ce sentier. Il fait très chaud déjà. Tiens, nous avons du bois d'Inde sur notre gauche. Tu vois? Le bois d'Inde est là. Là, la fameuse feuille de bois d'Inde. Qu'est-ce que ça te rappelle, ça, alors? Que le girofle? Oui, girofle. Et ce qui est vraiment particulier avec le bois d'Inde, c'est qu'il y a beaucoup d'essence. Il y a aussi citronnelle et il y a anis. Donc au niveau des utilisations, on l'utilise aussi bien en cuisine. Oui, comme des épices en fait. En pharmacopée aussi.
On va le laisser sécher aussi, comme la feuille de laurier, comme en métropole. On va le laisser sécher et on va bien sûr pouvoir le mettre dans les courbouillons, dans les viandes en sauce. On le prend également sur une spécialité qui est de la Guadeloupe, qui est bien sûr le boudin créole. Là, c'est agréable de marcher par là. Alors là, il y a plein d'oliviers pays là. On a un petit peu partout. Donc en ce moment, ils sont en floraison, tu vois, regarde. Et les fleurs sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, on appelle ça olivier pays parce que ça fait des petits fruits après la floraison qui ressemblent à des olives, mais ils sont très, très, très ronds. C'est consommable en fruits. Alors, il y a un petit goût qui est un petit peu âpre. Tout le monde n'aime pas. Et bon, par contre, moi, ce que je préfère, c'est le mettre à macérer dans le rhum. Et le punch olive, c'est mon punch préféré, c'est bien simple. Ce fameux punch olive de Désirade. Alors ça, on appelle ça cannelle en créole, cannelle en français. Et tu vas me dire l'odeur, ce que ça te rappelle. Le citron? Oui, Non. les agrumes, oui. Et donc, il y a une utilisation qui peut en être faite, surtout quand on se fait piquer par un insecte, par exemple une guêpe ou une abeille. Ici, on dit qu'il faut prendre 3 feuillages différents et se frotter. Et il faut prendre des feuillages odorants, en fait, qui vont masquer l'odeur du venin et éviter que tu sois piqué par d'autres abeilles ou d'autres guêpes. D'accord. On a des trésors de biodiversité sur cette île. Et il y a une très, très forte tradition de phytothérapie, parce que la pharmacopée des anciens, c'est bien connu, il y avait quand même une raison à ça, ça marchait, ça fonctionne. Il a pris sa vis. Voilà. On arrive sur mon lieu magique, ma vue magique. La Désirade est à nos pieds, de la section du désert jusqu'à la pointe des colibris. Dans le fond même, on peut apercevoir dans la brume les petits îlets de la réserve naturelle de Petite Terre. C'est une vue imprenable, c'est mon lieu magique. Notre voyage nous mène à nouveau dans le sud de Basse-Terre, près de la ville de Baïf. Jean-Claude Blandor est un passionné de l'histoire de son île. Il y a 10 ans, il a créé une association, l'Ordre des gardiens du patrimoine guadeloupéen, pour faire connaître les lieux de mémoire de l'archipel. Ce matin, il emmène Vanessa Lurel, une jeune guide de la région, sur des sites qui racontent l'histoire de leur île. Il commence par descendre vers la rivière du Plessis. Alors, on a fait à peu près 400 mètres d'itinéraire avec un dénivelé d'à peu près 150 mètres. On a voyagé dans le temps. On est remonté 2000 ans avant notre 21e siècle. Les premiers habitants de l'île, les Indiens Arawak, pratiquaient ici leur rituel, probablement au 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut s'imprégner de l'atmosphère environnante. On est vraiment dans une cloche, dans un endroit où on est coupé du reste du monde et des influences extérieures. Donc on peut imaginer que les chamans se retrouvaient ici pour certains rituels. C'est vrai effectivement que ça donne une ambiance un peu mystique, vraiment confinée. Du coup, en fait, on est à l'abri un petit peu des regards et en toute discrétion. On peut tout faire ici, tranquillement. On peut crier, personne n'entend de l'autre côté. On s'entend pas, donc on est tranquille, effectivement. Sur les roches, les Amérindiens ont taillé d'étranges gravures que l'on appelle des pétroglyphes. Alors là, on va se rapprocher des gravures pour les interpréter. Alors ici, on ne va pas gratter pour voir. Toujours bien expliquer ça aux gens. Ne pas gratter pour voir, mais il suffit de juste mougner la roche et les gravures vont apparaître un peu. Elles seront plus visibles. Si tu te rapproches bien, tu vas voir qu'on a un visage humain
Alors là, on a le contour du visage. On voit bien les yeux, le nez représenté. Mais ce qui est important, ce sont les scarifications qui vont marquer le visage. Voilà. Donc là, les scarifications au niveau du front, au niveau du menton, qui sont des emblèmes de grands chefs. Donc là, on a la représentation d'un grand chef. On a des oreilles qui sont représentées. Donc généralement, les oreilles représentées, ça veut dire que le chef, il possédait les attributs de la chauve-souris. Donc, dans la mythologie, il a cette possibilité de pouvoir se métamorphoser. Donc, il est à la fois chef, mais il est aussi un chaman. Donc là, ce sont des visages complexes. Parce qu'assez souvent, on retrouve ce qu'on appelle des visages simplifiés, à 3 trous. Et c'est celle qu'on va voir juste au coin de la roche, car c'est une des représentations les plus emblématiques du site. L'artiste qui a réalisé cette gravure a utilisé une partie saillante de la pierre pour vraiment donner l'impression qu'on a un visage en 3D. Et là, on est dans quelque chose de plus mythique. On a 2000 ans d'histoire qui sont imprimés sur la roche. Et s'il n'y a pas d'intervention, on va dire, malheureuse, elles seront encore là dans 2000 ans. Alors, ce site a pris vraiment son importance avec l'arrivée des Amérindiens qui vont le choisir comme lieu, on va dire, de culte, lieu d'expression artistique. Tout ce qui a lieu avec un monde non matériel, un monde intemporel. Donc, c'est pour ça qu'on a des représentations sur les roches qui sont des représentations qui ne sont pas des images de la réalité, des images un peu sacrées, des images d'une autre époque. On pourrait toujours imaginer, en fait, j'en parle, j'ai des frissons, qui sont encore présents par le fait que lorsqu'on est dans ce site, il y a un magnétisme qui est différent et qui est fort. C'est vrai qu'on a vraiment quelque chose de particulier dans ce lieu. Puis Jean-Claude emmène Vanessa un peu plus loin, à quelques centaines de mètres de là, devant la cascade Kalinago. Pour les Amérindiens, l'eau était un élément essentiel de leur rituel. On a bien vu que l'élément qui a permis de mettre en lumière les gravures, c'était quoi? C'est l'eau. C'est l'eau. Donc on retrouve encore cette eau présente parce qu'ils en avaient besoin pour faire les gravures, mais ils avaient besoin pour les rituels de purification, pour pouvoir se connecter avec l'au-delà. Et lorsqu'on arrive surtout au pied de la cascade, on prend vraiment conscience du fait que l'homme est tout petit dans l'environnement, où on est dans une espèce de récipient ouvert vers le haut qui nous appelle à nous tirer vers le haut, à nous élever, à devenir meilleurs. Les deux passionnés de patrimoine continuent leur voyage dans le temps. Ils remontent presque 1800 ans d'histoire. Les voilà à l'époque coloniale, une période plus sombre de l'histoire guadeloupéenne. Donc on arrive sur un nouveau site. À 10 km plus au sud, vers Saint-Robert, ils sont sur les ruines de l'habitation Clairefontaine. Aux Antilles, une habitation est une exploitation sucrière. Celle-ci occupait près de 230 hectares. Là, on est déjà 1500 ans plus tard et on arrive sur cette habitation. On va aller auprès d'une roche qui est la roche principale, on va dire, qui va nous donner le nom du propriétaire et l'année d'édification de l'habitation. Alors, tu lis quoi, Vanessa? Donc, il est porté en 1773. Donc avec les acronymes GDB, donc sans doute Georges de Bologne. Voilà, exactement. Donc là, nous sommes en plein dans le XVIIIe siècle, la grande époque sucrerie du Sud-Bastia. Le XVIIIe siècle est l'apogée de la culture et de l'exportation du sucre dans les Antilles. La Guadeloupe fournit toute l'Europe et principalement la métropole. Durant 2 siècles, les grandes familles coloniales vont faire fortune en exploitant des milliers d'esclaves. Donc là, on arrive sur la partie sucrerie, où on a le corps de la sucrerie avec la cheminée. Donc ça, c'est plutôt classique par rapport aux autres habitations. Mais ce qu'il y a de particulier à travers la pierre et le lien avec l'homme, c'est le cachot à esclaves.
L'habitation Clairefontaine fait travailler en moyenne 300 esclaves. C'est l'une des rares de la région à posséder un cachot. Un moyen de semer la terreur pour le propriétaire. Les conditions de détention sont quasi inhumaines. On a le cachot où un homme moyen ne peut pas tenir debout. Donc on est obligé de s'accroupir. Position abominable. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu qui est resté tabou pendant longtemps. Et c'est l'un des rares lieux qui sont recensés comme des cachots à esclaves. Donc c'est vraiment un lieu de mémoire. C'est un lieu où, quand certains pensent que l'esclavage c'est juste une histoire, on peut les inviter à venir voir, à entrer à l'intérieur et à voyager dans le temps et s'imaginer enfermés à l'intérieur pendant plus d'une semaine, sans boire, sans manger. C'est important de sauvegarder des sites comme cela parce que ce sont des témoins de l'histoire. On sait que les gens cherchent de l'authenticité, qui veulent avoir de la vraie histoire, qui veulent savoir ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on entend tout et parfois n'importe quoi, mais les pierres ne mentent pas. Les pierres disent que des choses se sont passées. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de raser, de faire de belles maisons, de construire des hôtels. Je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir transmettre aux générations futures, il faut protéger. C'est pour ça que cette habitation, elle est classée demeure d'illustre et il va falloir de plus en plus l'ouvrir au public pour qu'ils puissent découvrir l'histoire de ces pierres et de ces hommes qui ont fait ce que nous avons aujourd'hui. En fin de journée, Jean-Claude Glandor nous emmène dans l'un de ses endroits favoris de la région, qui raconte un autre chapitre de l'histoire de la Guadeloupe. Ici, à Grand Fond, se dresse l'un des plus vieils arbres de l'archipel, un fromager. Cet arbre, de la famille des baobabs d'Afrique, a été planté il y a plus de 300 ans. Cet arbre est un lieu particulier, un lieu où les esclaves venaient se ressourcer. C'est un lieu relativement éloigné des habitations de l'époque. On sait très bien qu'il fallait qu'ils puissent avoir un petit coin d'Afrique, un petit coin pour leur rappeler leur pays. Et là, les esclaves venaient reproduire et conserver un peu les rituels liés à leurs croyances, à leur culture. Mais ils venaient surtout pour se retrouver entre eux, reparler leur langue, redire les choses de leur pays et transmettre ces choses-là. Autour de l'arbre, les esclaves chantaient le bélé, le chant traditionnel pour se donner du cœur à l'ouvrage. Ah, ici les morts, et là tenir le pouvoir ou l'eau des fermences, qui déjà dans Filao, il t'est monté, si gros roche la Madeleine là, pour te dire clair y'a comme ça, pour y bas Esther ménageaille, ou lé à la la, ou l'eau lé, ou lé la dé la. Beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas cet arbre. Pour moi, il est vraiment le symbole de notre histoire. Il a traversé l'Atlantique, il s'est implanté dans les Antilles, il est encore là au XXIe siècle. Nombreux cyclones, nombreuses guerres, nombreux éléments naturels l'ont agressé, mais il est encore là aujourd'hui. Et c'est ça, la civilisation créole. C'est pouvoir résister contre vent et marée et donner le meilleur de soi-même. À 250 km au nord de la Guadeloupe, voici Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Rattachées à la Guadeloupe jusqu'en 2007, les deux îles sont aujourd'hui autonomes et ont acquis le statut de collectivité d'outre-mer. À l'est, Saint-Barthélemy. Un petit rocher d'à peine 25 km² qui, depuis les années 60, attire les milliardaires du monde entier. Le richissime homme d'affaires américain David Rockefeller est le premier à y acheter une propriété en 1957. Depuis, l'île est devenue le symbole du luxe.
Saint-Barthélemy raconte une histoire singulière des Antilles. Colonisée par des marins bretons et normands à partir du XVIe siècle, l'île est cédée à la Suède par Louis XVI en 1784, en contrepartie d'un accord commercial avant d'être rendue à la France un siècle plus tard. Aujourd'hui encore, les couleurs et l'architecture des maisons attestent de cette présence nordique. Même le nom des rues reste inscrit en suédois. Derrière cette image de tourisme haut de gamme se cache une nature totalement méconnue. Depuis 25 ans, une réserve naturelle marine protège ce littoral et ses fonds marins exceptionnels. Elle couvre plus de 1200 hectares tout autour de l'île. Ok, on y va. Olivier Reynaud est le conservateur de cette réserve. Ce matin, avec Serge Toulet, l'un des gardes, ils partent en mission de surveillance. Direction la baie de Colombier, au nord-ouest de l'île. C'est l'une des plages les plus fréquentées de Saint-Barthélemy. Les touristes sont souvent ignorants des règles de la réserve. À peine arrivés, ils doivent déjà intervenir. Hello, sir. Hello. Marine Park. Bonjour. The sea bob is forbidden in the area. Oh, yeah, it is. Yeah, okay. Thank you. Ce touriste utilise une luge aquatique à moteur. C'est interdit dans la réserve parce que ça peut être en danger, ça va relativement vite. C'est une nuisance sonore. Donc on a préféré, depuis 20 ans que la réserve existe, d'interdire les engins nautiques. Voilà. Tout ce qui est ski nautique, tout ça, c'est interdit aussi. La vitesse ici, c'est 5 nœuds maximum. Et malheureusement, bien des fois, des personnes se lâchent, ils vont trop vite. On a beaucoup de tortues, donc les hélices peuvent tuer les tortues donc, ou crever leur carapace. On est une réserve, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi dans une réserve. Voilà, c'est pour l'environnement, quoi. Les deux hommes travaillent aussi sur la capture d'une espèce de poisson dangereuse. T'as la fouette, Serge, s'il te plaît? Olivier Reynaud plonge avec une pointe pour tenter d'en capturer. Il part en quête du poisson-lion. Une espèce originaire du Pacifique est introduite par accident aux Caraïbes en 2010. Depuis, le poisson-lion fait des ravages dans la chaîne alimentaire. On ne lui connaît aucun prédateur et il mange 1/5 de son poids par jour. La réserve naturelle a mis en place un système pour tenter d'enrayer l'expansion du poisson-lion. Une fois capturé, le poisson est découpé en morceaux pour être rejeté à la mer. On les élimine dès qu'on peut et puis on pense aussi que progressivement ils s'insèrent dans la chaîne alimentaire. Quand on rejette les bouts comme ça, tout ce qui est mérou, carangue, les requins, les dormeurs prennent l'habitude de s'alimenter avec. Grâce à cette technique, le poisson-lion s'insère progressivement dans l'écosystème au profit des espèces présentes sur l'île. Au nord de Saint-Barthélemy, voilà un autre trésor méconnu des touristes. Une immense saline laissée à l'abandon depuis les années 70. Ici, pendant 200 ans, les insulaires récoltent du sel avant de délaisser cette culture au profit du tourisme.
Laplace est Saint-Barth depuis 4 siècles. Ses arrière-grands-parents ont travaillé dans cette saline. Aujourd'hui, bénévolement, il fait revivre ce patrimoine. Tous les matins, il vient ouvrir le canal qui relie la mer à la saline. Un système ingénieux qui date du XVIIIe siècle. Alors une saline, c'est un système de canaux qui communique de la plage à l'étang, qui permet de faire rentrer de l'eau, soit de la faire entrer ou la ressortir. Donc là, on se trouve sur l'endroit où la mer communique au chenal, et après on se rendra sur la saline pour voir comment l'eau rentre dans l'étang et quel travail j'effectue pour garder le niveau stable. Donc maintenant, moi j'ai repris mon rôle comme mon arrière-grand-père le faisait avant, de pouvoir ouvrir et fermer en suivant les horaires des marées. L'eau de mer rentre dans le canal qui devient souterrain sur plus de 300 mètres. Puis, l'eau ressort pour immerger les carrés de terre qui s'étendent sur environ 15 hectares. Une fois l'eau de mer évaporée, le sel peut être récolté. Didier Laplace répète les gestes de ses ancêtres. Donc voilà le sel de la saline. Il a été cultivé pendant 3 siècles. Et cette année, ça fait 42 ans qu'on n'avait pas vu le sel dans la saline. Le fait d'avoir refait sortir du sel dans la saline, j'ai eu droit à plusieurs interventions avec des personnes âgées qui ont travaillé plus de 30 ans dans la saline. Donc c'est un grand moment d'émotion. En les écoutant raconter leurs souvenirs de jeunesse dans la récolte du sel de la saline. Au XIXe siècle, la récolte du sel fait travailler presque toutes les familles de l'île. Le sel est alors utilisé pour conserver les poissons et la viande, mais aussi pour l'exportation. Puis, la concurrence de Saint-Martin, l'île voisine, où le sel est moins cher, fait chuter le marché. La saline de Saint-Barthélemy cesse son activité il y a 50 ans. Actuellement, on est en train de travailler pour réhabiliter la saline. Donc on espère peut-être refaire le sel. Mais la chose primordiale maintenant, depuis que je m'en occupe, c'est de revoir le nombre incroyable d'espèces d'oiseaux qui viennent. Donc il y aura un rôle important à gérer la période du sel et la période de nidification. Pour Didier, la saline joue en effet un rôle primordial dans l'écosystème. Grâce au niveau d'eau maîtrisé, les oiseaux migrateurs peuvent à nouveau y faire escale. On y compte une trentaine d'espèces. Là, on peut voir 3 à 4 échasses d'Amérique qui ne vont pas tarder à reprendre leur envol pour rejoindre la Floride ou d'autres destinations différentes. Et l'année prochaine, grâce aux petits qui ont pu voir le jour, on aura beaucoup plus à observer encore sur la saline. Donc c'est quelque chose de beau. Didier va même plus loin et reconstitue des nids pour les oiseaux de la saline. Donc là, nous sommes face à un nid d'échasses d'Amérique. C'est les oiseaux que nous avons vus tout à l'heure. Donc quand j'ai repris l'ouverture de l'accès en eau de la saline, j'ai pu constater que le nombre d'individus avait diminué par rapport à il y a plusieurs années où il y avait un nombre incalculable d'oiseaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des inondations qu'on a eues par rapport aux zones tropicales, que l'eau était montée à 1,50 m quand même au-dessus de la saline, a balayé ces petites pierres dont les oiseaux faisaient leur nid. Donc j'ai tenté une expérience. J'ai récupéré des pierres un peu plus grosses, du même coloris, et on est venu les déposer sur la saline pour voir si les oiseaux allaient les utiliser. L'année d'après, on a eu 70, et cette année, pour une seule espèce dans les chasses d'Amérique, on a pu calculer 58 nids. Donc ça prouve que protéger, c'est bien, mais restaurer, c'est encore mieux. Didier Laplace est un amoureux de son île natale et se bat sur tous les fronts. Cette fois-ci, il est dans l'Anse du Gouverneur, au sud de l'île. Là, on va aller planter des graines sur la plage.
Donc en fin de compte, on peut voir ici qu'on a des résiniers de bord de mer, des graines de patates de bord de mer, des caniques et ainsi quelques graines de raisin. On a pu constater qu'au fil des années, certaines plantes ont commencé à disparaître sur les plages à cause de la houle et certaines personnes aussi les récupèrent pour faire des colliers par exemple. Donc ça a un impact puisqu'on retrouve pratiquement plus de plantes sur certaines plages et ils ont un rôle important. Alors on peut voir comme exemple, vous voyez celle-ci, donc c'est la prune de bord de mer. Il y a 3 ans que je l'ai plantée. Il y a 3 ans, elle était à peu près de cette taille. Ces plantes endémiques qui poussent sur la plage permettent de freiner l'érosion des sols grâce à leurs racines qui retiennent le sable. En 3 ans, Didier a planté plus de 1000 pieds de plantes de mer. C'est une plage où j'ai grandi. Comme c'est une toute petite île, on grandit avec un pied sur la terre et un pied dans la mer. Je me rappelle, j'ai encore des images en tête de la dune avec plein de végétation où on y jouait étant gamin. Donc c'est vraiment juste un petit coup de pouce. Ça paraît très simple, mais quand on connaît le sujet et l'importance que ça a par rapport à l'écosystème, c'est que du bonheur. Didier Laplace, le jardinier des plages, comme bien d'autres encore, vont continuer à protéger ce paradis préservé. À 25 km au nord-ouest de Saint-Barthélemy, voici Saint-Martin, l'autre île du Nord. Une île à l'histoire étonnante. Français et Hollandais se partagent ce territoire de 87 km² depuis le XVIIe siècle. Avec ses plages paradisiaques, Saint-Martin est devenue, elle aussi, depuis les années 80, un des hauts lieux du tourisme dans les Caraïbes. En 30 ans, la population a triplé. Marigot, la ville principale, s'est dotée d'une marina et de nombreux complexes hôteliers. Mais l'île a elle aussi su préserver son authenticité. Stéphanie Dargaud est conservateur du patrimoine aux Archives territoriales de Saint-Martin. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphanie, tu vas bien? Bien, et toi? Attends, je ferme la porte. Ce matin, elle a rendez-vous avec Thierry Gons, un collègue natif de l'île. Ensemble, ils inventorient le patrimoine bâti de Saint-Martin laissé à l'abandon. Ici, moi quand j'étais petit, ça c'était la mer. D'accord. Et là où on roule aujourd'hui, on était les pieds dans l'eau. Et là, après le rond-point, c'était la plage aussi? C'était aussi la plage, donc tout ça a été remblayé pour l'aménagement du front de Marigot. C'était au début des années 90, quand la ville a commencé à avoir besoin de s'agrandir. Effectivement. À Marigot, certaines maisons datent du XVIIIe siècle. L'ancienne mairie de Saint-Martin, donc cette rue, côté gauche, vous avez toutes ces vieilles maisons qui sont toujours là, qui sont plus ou moins entretenues par les familles, un peu comme ici, une propriété où vous avez ces espèces d'arceaux en métal qui supportent les galeries qui aujourd'hui risquent de s'effondrer. Et il y avait ces arceaux-là et moi, petit, je sautais et je n'arrivais pas à toucher ça. Donc aujourd'hui, je dois baisser la tête pour pouvoir y passer en dessous. Moi, je trouve que cette rue, elle a réussi à garder une certaine homogénéité. Quand on est au bout de la rue et qu'on regarde vers la mer, on voit toutes les lignes de fuite des maisons. Et ça donne vraiment une harmonie à cette rue. Effectivement, ça relève du patrimoine de Saint-Martin. Saint-Martin recèle bien des trésors du patrimoine, souvent ignorés des insulaires et des visiteurs.
ces édifices sont souvent à l'abandon. Stéphanie Dargaud veut faire connaître ces sites pour pouvoir un jour les sauver. Comme ce vestige situé sur les hauteurs de Marigot, la sucrerie Saint-Jean. Avant l'ère du tourisme, Saint-Martin vit principalement de la culture du sucre. Cette sucrerie est, au XVIIIe siècle, la plus importante de l'île. Son exploitation cesse en 1860. Ce patrimoine avait quasiment disparu, mais il y a eu un effort de débroussaillage du site pour qu'il soit de plus en plus visible, apparent. Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait, de couper les arbres pour éviter qu'ils n'envahissent encore plus toute la maçonnerie et la fassent complètement exploser. Regardez là ici, on voit une branche qui finalement a pris la place du ciment et qui aujourd'hui tient les pierres. Donc à la fois elle abîme la maçonnerie et en même temps elle réussit à la maintenir, à la structurer. Donc c'est toujours très délicat quand on va désherber un site de cette valeur. La conservatrice du patrimoine doit collecter des informations sur le bâtiment pour pouvoir le réhabiliter au mieux. Quand on observe attentivement la sucrerie de Saint-Jean, on voit que de tout temps, il y a eu une attention vis-à-vis de la maçonnerie et de la construction des bâtiments. Même dans les réparations, lorsqu'on observe les pierres, on voit que le ciment a été rajouté tout en respectant l'appareillage antérieur. Et même les réparations récentes du 19e siècle ont respecté cette harmonie esthétique du site. Là, on va arriver au moulin à bête. Donc en fait, c'est là que la canne elle était broyée pour en extraire le jus de canne. Donc ici, il y avait tout le mécanisme métallique, la grande roue, qui permettait de broyer la canne. Et au-dessus, les bêtes qui permettaient d'enclencher le mécanisme. Donc là, en fait, on est sur la partie haute du domaine. Et de là, tout le jus de canne descendait jusqu'à son traitement dans la distillerie, là en bas. Pour contribuer au sauvetage de l'édifice, une équipe de scouts est venue travailler à la sucrerie. Vous êtes là aujourd'hui pour nous aider à faire ce travail de rénovation, je dirais, entre parenthèses. Vous allez prendre la pioche et la pelle pour commencer le nettoyage. Non, plus fort que ça. Depuis un an, tous les week-ends, ces jeunes donnent de leur temps pour leur patrimoine. Pratiquement tous les week-ends, je dirais, avec les jeunes, on vient, on campe sur ce terrain et puis j'essaie de les faire quelque chose de leur temps libre, c'est-à-dire de nettoyer tout ça et de remettre, je dirais, une vie dans ces lieux. Dans le futur, ce que je compte faire avec les jeunes, c'est de faire en sorte que ce lieu soit visité par nos touristes. Pour que ces gens, lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils rentrent, parce qu'il y a ceux qui rentrent également, et ils viennent et puis ils voient ce que le passé de Saint-Martin a encore à offrir. Ces passionnés espèrent ouvrir le site au public en 2017. Tout au nord de l'île se trouve l'Anse-Marcel. Ici, d'autres défenseurs d'un Saint-Martin préservé sont à pied d'œuvre. Ce matin, l'équipe de la réserve naturelle part en mission de surveillance. Ils sont une équipe de 7 à veiller sur un écosystème fragile. La réserve naturelle de Saint-Martin existe depuis 1998. Ce véritable sanctuaire pour la faune et la flore couvre plus de 3000 hectares de mer
150 hectares de côtes et 14 étangs, propriété du Conservatoire du littoral. Nicolas Maslac est à la tête de la réserve depuis 15 ans. Ce spécialiste de la biodiversité antillaise se bat pour faire cohabiter dans l'harmonie tourisme et protection de l'environnement. Ce matin, cap sur Tintamarre, l'îlet le plus sauvage de Saint-Martin. Ce petit bout de terre est totalement protégé par la réserve. Tintamarre, c'est véritablement une île exceptionnelle au milieu de la réserve marine. C'est une île qui abrite des espèces végétales qui aujourd'hui sont en danger d'extinction ou vulnérables. C'est aussi un site que l'on est amené à gérer de plus en plus parce qu'il y a énormément de fréquentation touristique que l'on gère, et notamment par l'intermédiaire des mouillages que l'on voit ici. Il y a 5 ans, les gardes de la réserve ont installé ces bouées de mouillage. Elles servent de point d'amarrage aux bateaux de plaisance. Les ancres risquent d'abîmer un herbier sous-marin primordial dans l'écosystème. Il sert de refuge à de nombreuses espèces. L'herbier était véritablement très dégradé il y a encore 6 ou 7 ans. Depuis l'installation de ces mouillages, on assiste à une recolonisation de l'herbier et puis bien évidemment à la présence de tortues en nombre beaucoup plus important également. Depuis 5 ans, les tortues vertes sont de plus en plus visibles dans l'herbier. Cap sur un autre îlet protégé par la réserve, l'îlet Pinel. Il abrite la plus belle plage de Saint-Martin. Ici, les touristes sont les bienvenus, mais sous certaines conditions. Nicolas Maslac et son équipe ont mis en place des structures pour canaliser les visiteurs. Elle est bien cette ligne de baignade là. Ben, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de bateaux qui viennent dedans. Ouais. C'est bien, puis ça sécurise bien les baigneurs. C'est un site, à la différence de Tintamarre, qui accueille des activités commerciales. Ici on a le sentier sous-marin. Donc les gens viennent sur le ponton, se mettent à l'eau et vont pouvoir découvrir, avec guide ou sans guide, les espaces qu'on leur propose. En 2012, ce sentier sous-marin de 2 km de long est créé autour de la pointe est de l'îlet. Il accueille aujourd'hui plus de 2500 plongeurs par an. L'idée, en fait, c'est plutôt que d'avoir des gens qui vont un peu partout dans les espaces et qui potentiellement pourraient dégrader des espaces qui sont d'une grande fragilité, mais également d'une grande importance en matière de biodiversité. On essaye voilà, de créer, comme on fait un sentier pédestre, on crée un sentier sous-marin où les gens vont pouvoir aller, ils vont avoir des panneaux sous l'eau où va être indiqué telle espèce de coraux, telle espèce de poisson. Donc ça les informe et ça les renseigne. C'est un peu du tourisme intelligent. On donne de la valeur ajoutée à la découverte des sites en proposant quelque chose qui est relativement interactif. Alors c'est intéressant parce que parfois les gens ne sont pas non plus habitués à porter masque, tuba et palme. Donc là, ils sont véritablement guidés tout au long de ce parcours. Et ce sentier sous-marin, il est aussi intéressant parce que dans la continuité, on arrive derrière sur la plage et on peut embrayer sur un sentier pédestre. L'équipe de la réserve a une autre mission. Ils repeuplent les fonds sous-marins. Direction la Caille Verte, une autre île inhabitée protégée par la réserve. Je vais faire le brossage pour pouvoir nettoyer la structure et les palets. Julien Chalifour est le responsable du pôle scientifique de la réserve. Contrôler l'état de santé et voir la progression
chaque petite bouture. Et puis si tu as fini avant moi, tu viendras m'aider à brosser. Et puis, sinon... Avec l'aide d'un autre garde, il doit vérifier des habitats artificiels à poissons et crustacés installés il y a quelques semaines. De simples parpaings qui permettent aux langoustes et aux autres poissons de se reproduire en toute tranquillité. On a observé assez vite une augmentation franche du nombre d'espèces et du nombre d'individus. Surtout, on avait des densités en langoustes royales qui étaient impressionnantes, bien supérieures à celles qu'on a dans le milieu. Et ça, c'est une chose qu'on peut observer au niveau densité que sur ce type de structure. Dans un récif à l'heure actuelle, pour trouver autant de langoustes sur une surface si réduite, ça devient impossible. Donc c'est un projet à taille humaine, surtout pour nous. On est assez nombreux, on a le nombre de plongeurs professionnels pour pouvoir installer ces structures au fond de l'eau. C'est peu onéreux, c'est des matériaux qu'on trouve facilement sur l'île, donc c'est quelque chose de très facile à déployer, très facile à concevoir et qui offre des résultats vraiment impressionnants et qui nous ont bien surpris. Un peu plus loin, l'équipe a tenté une autre expérience. Des structures en métal servent de pépinière à des boutures de corail. C'est bon, je suis là, Julien. Alors, c'est comment? Ça pousse bien, pas de mortalité. Ouais. Le gros de la mortalité, c'était les 2 premières semaines, et maintenant, ça suit son cours. Et tout va bien. Parfait. C'est la fin de la journée pour Nicolas Maslac et son équipe. Ouais, Sébastien. Ok. Bah, on va voir, on est en mer là. Je suis à hauteur de Pointe des Foussards, on va au Rocher Créole. On va voir ça tout de suite. Nico, apparemment il y a un braco au Rocher Créole. Ah ok. Un gars qui chasse avec une barre. Okay. On va voir? Ouais, on va voir. Okay. Un plaisancier vient d'alerter les gardes sur la présence d'une barque suspectée de braconnage. La pêche est interdite dans toute la réserve. Direction le Rocher Créole. On va jeter un œil derrière, ouais. On mettra un coup de jumelle après, parce que des fois il peut partir sur anguille. Oui. Il y a un bateau là-bas, mais il est beaucoup trop loin, c'est pas ça. Alors, parfois, de temps en temps, on a du braconnage au Rocher Créole. Parce qu'à cette heure-là, nous, normalement, on ne travaille plus. On débauche à 17h et les locaux le savent. Et ils viennent souvent, de temps en temps, chasser au Rocher Créole. Alors potentiellement, ce sont des gens qui connaissent la réglementation, qui savent que c'est la réserve naturelle et que donc ils vont trouver différentes espèces, et notamment c'est mérou, langoustes. Voilà, c'est ça qu'on peut pêcher. Après, comme autre type de braconnier, on trouve les touristes, de manière générale, qui ne connaissent pas la réglementation, qui ne savent pas que c'est une zone qui est classée en réserve. Donc on est aussi là pour les sensibiliser, communiquer sur la réglementation. Et puis, bon, si c'est un touriste qui pêche plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, là on passera à la vitesse supérieure et puis on sera plus dans la politique de répression. Mais on préfère sensibilisation et communication. Seb, pour Franck. On va regarder autour du créole, mais là on est encore dans le périmètre, mais dans le périmètre on voit rien. Donc on se tient au courant. Cette fois-ci, pas d'amende pour le pêcheur braconneur. Mais Nicolas Maslac et son équipe vont continuer à veiller sur ce patrimoine exceptionnel. Moi, ça fait 15 ans que je vis à Saint-Martin. Ça fait 15 ans que je m'occupe de cette réserve. Et même si l'espace est relativement petit, c'est quand même un espace qui, tout le temps, tous les jours, nous réserve des surprises vraiment extraordinaires. On protège les derniers espaces naturels de Saint-Martin et on se sent véritablement investi d'une mission de conservation qui est très importante pour nous. Tous ces amoureux des Antilles vont continuer à se battre
pour que leurs îles restent sauvages et préservées.